De retour dans l'Africa News, nos éditorialistes Jemal Taleb Daoudatal et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous et on va parler du Sénégal, messieurs, puisque le gouvernement sénégalais s'est fixé pour objectif de ramener à 3% son déficit budgétaire à l'horizon 2019, conformément aux recommandations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'État compte ainsi rationaliser les dépenses de fonctionnement au profit des investissements prioritaires du plan Sénégal émergent. Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, le gouvernement s'est fixé un objectif de réduction de son déficit budgétaire. Pour répondre aux exigences de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'État sénégalais veut ramener le déficit du produit intérieur brut à 3% à l'horizon 2019. Les autorités comptent s'attaquer aux dépenses de fonctionnement, comme les différentes fournitures, les factures de téléphone, les logements de fonction, entre autres. On a constaté une réduction de ce déficit budgétaire qui est passé, il faut le souligner, de 6,7% en 2011 à 5,4% en 2013 et à 4,9% en 2014. Maintenant, pour ce qui est du budget de 2016, avec un budget de 3022,39 milliards de francs CFA, l'État se fixe comme objectif de réaliser un taux de croissance de plus de 6%, avec un déficit budgétaire de 4,2%. Les leviers sur lesquels l'État peut compter pour atteindre cet objectif, c'est rationaliser encore les dépenses, jouer sur les leviers sur les salaires et avoir des dépenses qualitatives sur les investissements. La stratégie du gouvernement reste la rationalisation des dépenses de fonctionnement au profit des investissements prioritaires du plan Sénégal émergent. L'évolution de la masse salariale sera limitée par un gel des recrutements au-delà des remplacements. La réduction des enveloppes destinées aux heures supplémentaires et à l'hospitalisation des agents de l'État sont préconisées. C'est faisable. Maintenant, il faudra des moyens. Parce qu'un déficit budgétaire, pour le combler, le seul moyen, c'est de faire des emprunts sur le marché, lever des fonds pour combler ce déficit. La conséquence, c'est que ce sont les générations futures qui vont payer cette dette. Et là, vraiment, je ne pense pas que l'État puisse entrer dans ce jeu. Ce qu'il faut faire, c'est rationaliser les dépenses, essayer de supprimer les dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires concernant certains investissements qui ne sont pas rentables. Pour atteindre l'objectif de réduction du déficit de son PIB, l'État du Sénégal va jusqu'à réduire son personnel diplomatique en poste à l'étranger. En attendant les résultats de l'étude sur la rémunération des agents de l'État, le gouvernement va geler l'octroi de toute nouvelle indemnité et plafonner les indemnités existantes à leur niveau actuel. Une réduction de 3% du déficit budgétaire d'ici à 2019, un objectif atteignable selon vous ? Très ambitieux, parce que bon, pour qu'il soit atteint, il faut quand même mettre les moyens. Voilà, mettre les moyens, redoubler d'efforts à ce niveau-là, puisque dans un contexte où on est en plein dedans dans la première phase d'exécution du plan Sénégal émergent, il me semble quand même que le Sénégal a plus besoin de moyens. Combler un déficit budgétaire dans ce contexte me paraît quand même difficile, à moins que le budget d'investissement qui est consacré au plan Sénégal émergent vienne du privé, par exemple. Pour moi, la meilleure manière de réduire le déficit budgétaire, c'est de faire de la croissance, puisque ça améliore les recettes fiscales, et du coup, vous arrivez à boucher le trou qui est là. Au niveau du budget, mais aller emprunter par-ci, par-là, bon, ça peut gonfler la dette, voilà, et être préjudiciable plus tard aux indicateurs macroéconomiques. Donc à ce niveau, mais bon, il y a eu des efforts quand même qui ont été faits, il faut le dire, puisque le déficit a été réduit aujourd'hui, et il faut continuer dans ce sens, bien entendu, mais la réduction du déficit dépendra très fortement de la réussite du plan Sénégal émergent. Moi, c'est ce que je pense là-dessus. Jemal, vous êtes d'accord avec l'analyse de Daouda ? Alors, oui, globalement, absolument. Il y a une contradiction, et il a raison, des autorités sénégalaises. Si on veut réduire à 3% le déficit d'ici 2019 et qu'en même temps on a un plan assez ambitieux, ce qu'on appelle le PSE, le plan Sénégal émergent, on rentre dans une contradiction absolue. Et donc, il n'y a pas de miracle. Pour diminuer le déficit, on a deux choix. On augmente les impôts ou on diminue les dépenses. Je veux dire, il n'y a pas 10 000 manières de faire.
Si on emprunte sur le marché pour faire des investissements de l'avenir, on n'hypothèque pas les populations, les générations futures, bien au contraire, on leur prépare leur avenir. Et donc le PSE, de ce point de vue-là, devient un élément absolument raisonnable et intelligent. Si en revanche, l'idée est de préparer les élections, préparer les prochaines échéances, parce que le Sénégal va entrer dans des échéances bientôt, et qu'en même temps l'objectif soit plutôt de faire du fonctionnement, de financer du fonctionnement pour financer en fait une croissance factice, ça c'est plutôt mauvais, et donc évidemment il faut éviter ça. Il y a deux lectures dans le déficit. Une école d'économie qui considère qu'en soi, il n'est pas grave parce que le déficit permet de relancer l'économie par la consommation. Faudrait-il que la consommation soit en partie un fonctionnement interne important et une production interne importante. Et puis il y a ceux qui vous disent non, vous réduisez votre marge de manœuvre, vous n'êtes plus capable à terme de négocier sur le marché international et le poids de la dette va évidemment vous étouffer. Ce sont deux lectures, mais enfin c'est clair que c'est une équation très compliquée pour le gouvernement sénégalais. Le même gouvernement sénégalais, encore une fois, va rentrer dans des élections bientôt. Et donc là, l'équation est très difficile à tenir. Jean-Marie, peut-être rebondir très rapidement sur la problématique de l'endettement. La problématique de l'endettement en Afrique, je dirais une chose, il faut que les États africains fassent attention. Parce que l'endettement international, si vous voulez, a plombé pas mal d'économies aujourd'hui dans le monde. On regarde aujourd'hui l'économie européenne, on regarde la dépendance de l'économie américaine vis-à-vis du financement des économies chinoises. Donc, je mettrai en perspective et en corollaire, si vous voulez, avec ce que Daouda a dit, il faut qu'une croissance soit suffisante et c'est ce que Jemal a souligné aussi, que vous ayez une croissance suffisante pour pouvoir réduire votre déficit budgétaire. Parce que si vous vous asseyez uniquement sur les emprunts internationaux, vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir économique c'est-à-dire des générations et des générations dans le pays. Et tant que nous n'avons pas atteint un niveau de croissance relativement important et une stabilisation, si vous voulez, de notre activité économique interne vis-à-vis de la concurrence internationale. C'est pour ça que moi, je prône toujours le protectionnisme pour les États africains. Un minimum, tout simplement. Pourquoi? Parce que il faut au moins qu'on laisse les industries naissantes dans les pays pouvoir se développer. Donc, si on nous va tout vendre au marché international, c'est un risque, si vous voulez, pour les générations à venir et un risque d'endettement très, très énorme. Après son rapport Doing Business publié en octobre 2015, la Banque mondiale publie un autre rapport évoquant le cadre réglementaire s'appliquant aux entreprises dans les économies africaines. Et l'institution a évalué notamment dans quelles conditions les opérateurs économiques menaient leur activité sur le continent. Qu'en est-il de l'accès à l'électricité ou encore des mesures fiscales? Et sans surprise, il en ressort que le Rwanda occupe la première place de la sous-région en ce qui concerne la qualité du climat des affaires. Deo Gracias Kpodo. Le Rwanda occupe désormais la première place en Afrique de l'Est en matière de qualité et d'amélioration du climat des affaires. Selon un rapport publié le 2 janvier 2016 par la Banque mondiale, les réformes mises en œuvre par les autorités ont permis d'assurer aux opérateurs économiques un certain nombre de facilités dans leurs activités. On cite notamment la disponibilité de l'électricité, l'obtention de crédits, le paiement des impôts et taxes ou encore la sécurité des transactions financières. Ce qui a contribué à ce classement est la réforme sur la politique de l'investissement. Dans moins de 12 heures, on peut enregistrer une entreprise au Rwanda, quelle que soit l'origine de l'entrepreneur. On a vu par exemple récemment la création d'un tribunal spécial de commerce. Dans la même réforme de l'environnement des affaires, l'accès facile aux services de base comme l'eau, l'électricité, l'internet à haut débit. Tout ça, c'est l'ensemble des paquets de services qui a été favorisé et très accessible à l'investisseur. Au niveau mondial, le Rwanda occupe la 62e place, loin de bien de pays du continent africain. Aujourd'hui, devant le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore la Tunisie, le Rwanda est une nouvelle fois cité en exemple. Le pays a récemment supprimé une condition qui imposait aux nouvelles sociétés l'ouverture d'un compte bancaire pour enregistrer la TVA. Kigali a aussi décidé de faciliter les opérations liées au paiement des impôts par système électronique. Le satisfecit est général. On a vu l'impact de ces réformes-là, immédiatement d'ailleurs. Les entreprises se diversifient. On a vu les grandes entreprises sur le continent, les grandes banques venir ouvrir au Rwanda. Il y a quand même pas mal d'améliorations qui vont faire. Il faut avouer que la quantité d'électricité ou de l'eau reste encore très basse. Il faut augmenter la quantité produite de l'eau, la quantité produite d'électricité pour que le
ces produits puissent être accessibles en termes de prix. Depuis 2005, tous les pays de l'Afrique de l'Est, notamment le Rwanda, ont amélioré l'environnement réglementaire des affaires. Les économies d'Afrique subsaharienne ont également fait des progrès ces 10 dernières années en réduisant les contraintes réglementaires relatives à l'environnement des affaires. Mais en dépit de ces efforts, la Banque mondiale estime qu'il reste encore à faire. Des défis persistent sur le continent en ce qui concerne notamment les mesures incitatives à la création d'entreprises. Mais si on arrive sur la fin de cette émission, très rapidement, Jean-Marie, un mot. On a un peu l'habitude de saluer autour de ce plateau les performances du Rwanda. Les performances du Rwanda sont indéniables. Je pense que le pouvoir en place a réussi à assainir l'environnement économique d'une certaine façon, tout en gardant la main dessus, parce qu'il faut regarder les réalisations qui sont effectuées derrière. Ce n'est pas tout simplement les taux de croissance comme on les annonce la plupart du temps dans nos économies, mais vous avez des réalisations. Quand je vois ce qui est fait auprès de la population, au niveau sanitaire, au niveau santé, tout ce qui s'ensuit, j'estime que c'est vraiment une très belle performance qui est à copier, comme on le dit toujours, Amira, en Afrique. Et j'ai mal, et surtout quand on voit que le Rwanda part de très loin, on a envie de se dire que tout est possible sur le continent africain. Tout est possible, il n'y a aucun doute. Les affaires sont un climat. C'est-à-dire que si on veut avoir un climat adapté aux affaires, il faut avoir un cadre juridique et fiscal adapté. Il faut mettre en place des infrastructures qui aident à ce que le climat des affaires se développe. Il faut des délais d'importation et d'exportation acceptables, c'est ce que le Rwanda a fait. Il faut pouvoir créer une entreprise assez rapidement. Et puis, il faut que la route devant soi soit bonne, il faut que l'Internet ait un débit important, il faut que l'électricité ne soit pas coupée, que l'eau courante soit jouable, qu'il n'y ait pas, à chaque fois qu'il y ait une pluie, des flaques d'eau qui vous empêchent de travailler. Je veux dire, c'est aussi ça, le climat des affaires. Et l'avantage des Rwandais, c'est que, je ne sais pas s'ils ont réussi à le faire, mais en tout cas, chez eux, l'indice est important. Et bravo. Daouda ? Oui, Amira, je pense que ça... Voilà, je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit mes collègues du plateau. Effectivement, le Rwanda fait figure de même pas bon élève, bon maître, j'allais dire, en matière d'économie dans la sous-région. Maintenant, j'espère juste qu'au-delà de ces critères qui sont définis, que les PME locales, le secteur privé local pourront en bénéficier, puisque c'est souvent pour les entreprises étrangères. Et ça, ce serait quand même dommage. Et donc, j'aimerais bien quand même qu'il y ait une étude qui prouve en tous les cas l'impact que ça a, cette avancée sur l'entrepreneuriat local. J'ai mal. Alors moi, juste un dernier mot. Moi, je suis très admiratif du président Paul Kagame. Clairement, ce n'est pas un très grand démocrate, mais ça c'est entre nous ici. Cela dit, il a démenti une chose que la Chine a déjà démenti. La Chine nous a démontré qu'on ne peut pas être une grande démocratie libérale et avoir un succès économique important. Lui nous a démontré qu'on peut être un régime costaud et avoir des résultats économiques absolument forts. D'ailleurs, quand on le compare aux pays beaucoup plus démocratiques que lui, on se demande si finalement ce régime plus costaud n'est pas meilleur. Mais enfin, c'est une boutade de la démocratie, évidemment. Là, vous ouvrez le débat, Gémal, mais on n'a plus le temps. Merci, Gémal. Merci, Amira. C'est un plaisir, évidemment, renouvelé. Bonne soirée à tous ceux qui nous regardent ou pas. Merci à vous, Daouda. Merci, Amira. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous, Jean-Marie. Bonsoir, Amira, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous. Oui, bien évidemment. Et celle d'Alfred également, qu'on n'oublie pas en ce début d'année. Merci à vous tous qui nous regardez. Merci de votre fidélité. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle édition consacrée cette semaine, je le rappelle, au ciel africain. À très vite.